AudioJungle. Bonjour à tous et merci d'être venus aujourd'hui. Je sais que vous êtes venus avec votre sandwich, donc profitez-en. Même si normalement je dirais que vous ne serez pas pleinement en train de profiter de votre bon sandwich pendant cette conférence. Moi, ce que je vous propose, c'était vraiment juste aujourd'hui de vous proposer une façon de voir le travail et d'en sortir en fait avec un petit sentiment d'accomplissement de sa journée. Alors pourquoi? Parce que donc j'ai travaillé en Australie pendant 5 ans et avant je travaillais dans une banque d'investissement à Paris. Donc les horaires n'étaient pas du tout les mêmes en banque d'investissement à Paris et en Australie. En Australie c'est 9h-17h. Et il y a 4h45, mon boss vient me taper à l'épaule pour me dire si je voulais bien rentrer chez moi parce que j'avais certainement une vie à faire et pas rester au boulot. Donc c'est pour vous dire en fait qu'en Australie, ils attachent beaucoup d'importance à ce qu'on ait une vie en dehors de notre travail. Et du coup, il a fallu que je fasse la même quantité de travail qu'à Paris, mais entre 9h et 17h. Donc je voulais vous partager plein de petits trucs. Ce que vous allez faire, c'est plutôt prendre des choses et puis vous allez tester. Et voilà, peut-être il y a des choses que vous connaissez déjà, peut-être qu'il y en a que vous avez envie de tester. Vraiment, prenez comme vous voulez. En tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que l'excellence, c'est ce que nous faisons de manière répétitive. C'est-à-dire que ce n'est pas une action, ce n'est pas un talent, l'excellence, mais c'est une habitude. Et c'est Aristote qui l'a dit. Donc en 6 points clés aujourd'hui, ce qu'on a besoin de, ce qu'on va voir en fait, c'est comment être focus, comment gérer les interruptions, comment prioriser de son travail et comment travailler, trouver son rythme, et à la fin, je vous propose un petit bonus sur comment reprogrammer votre cerveau. Alors, en focus, en fait, déjà, quel est votre pourcentage de présence ici? Est-ce que vous êtes à 60% présent, 70, 80, 90? Est-ce que vous pensez à ce que vous allez manger après, à la réunion que vous allez faire? Non, à 100%. 100%. Okay. En ce moment, oui. Il y en a qui sont moins. Merci Startup Palace. Donc voilà, c'est cette question-là, en fait, c'est à quel point on est présent à ce moment-là. Et en fait, on va parler de l'état de flow. Donc l'état de flow, en fait, c'est un terme en psychologie, ou en français, on va dire la zone. C'est un état de concentration maximale, où la personne va être occupée à faire une tâche, et elle va juste se concentrer à ça, ce qui va lui permettre d'apporter une certaine satisfaction dans l'accomplissement de cette tâche. Donc comment ça se passe? C'est qu'en général, vous arrivez, voilà, vous vous levez le matin, tout ça, faites plein de trucs, vous arrivez à 9h du matin, vous êtes à 100% sur votre tâche, votre état de zone en fait, de concentration va augmenter, vous avez une descente vers midi, c'est parce que vous allez déjeuner, et puis vous repartez après vers 13h, 14h, et puis vous allez continuer votre travail. Donc normalement, c'est comment ça devrait se passer, et ça se passe plutôt comme ça. C'est-à-dire que 6h voilà, vous arrivez, il est 8h, vous commencez à travailler, et puis là il y a un collègue qui vient vous demander si vous n'avez pas un truc, si vous ne pouvez pas l'aider sur un truc, donc vous allez commencer, votre concentration va baisser, à midi top, vous allez reprendre de l'énergie, et là il y a ce qu'on appelle la digestion. Donc là, votre énergie n'est plus trop là. Et 17h arrive, c'est là où on est en concentration maximale. Top, top, top. On va bosser et puis c'est l'heure de partir. Donc vous pouvez voir, en fait, effectivement, notre productivité ne peut pas être à 100% quand, dans une journée normale. Première chose qu'on propose, en fait, c'est de couper court à toute distraction. Combien de fois, à votre avis, un Américain, en moyenne, va checker son téléphone par jour? Pardon? Une centaine de fois, oui. C'est un petit peu plus. 150. Donc ça, ce sont les études qu'ils ont traitées. En fait, les tentations sont aussi nombreuses qu'il existe d'applications de réseaux sociaux. Il faut se comprendre, en fait, que toutes ces applications-là, leur business model, en fait, est fait de manière à ce que vous passiez le plus de temps possible dessus. Donc du coup, en fait, c'est tout à fait normal que vous passiez votre temps dessus. Donc si vous pouvez les bloquer, les notifications, moi j'essaie de bloquer mes notifications pour avoir des notifs que toutes les 12 heures. C'est ce qui permet un peu, justement, de ne pas être là-dessus.
Est-ce que vous avez des stylos, des cahiers peut-être? Non. Oui. Non. On en a ça, oui. Je voulais vous proposer un petit exercice qu'on appelle le mythe du multitâche. Donc, je vous propose d'essayer ça. Et ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais vous donner un exercice ultra simple à faire. C'est que vous avez une série de chiffres de 1 à 18 et une série de lettres de A à R. Ce que je vais vous demander, moi je vais prendre le temps, je vais vous chronométrer et vous devez en fait écrire cette série de 1 à 18 et ensuite vous écrivez la série de A à R. À la fin en fait, vous avez juste à lever la main. Okay, et voilà, et comme ça je vais voir votre temps. Ça vous va? Est-ce qu'on peut se dire un top? C'est facile, comment on regarde? Ok, commencez par. Top. Donc dès que vous terminez, vous pouvez lever la main. Ok, merci. Donc les premières mains vont se lever à 22 secondes et ensuite on arrive à 34 secondes. Voilà. Donc ça va être le temps que vous avez pris en fait pour écrire cette série de chiffres et cette série de lettres. Maintenant on va recommencer le même exercice, sauf que je vais demander c'est de faire plutôt d'écrire le chiffre 1 et d'écrire ensuite la lettre A. Puis ensuite vous écrivez le chiffre 2 et ensuite la lettre B. Et puis ainsi de suite jusqu'à la fin, le chiffre 18 et la lettre R. Donc pareil, je vais vous donner un top. 3, 2, 1, 0. Donc là, en fait, les premiers vont terminer à 24 secondes et les derniers vont terminer à 40 secondes. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé dans ce petit exercice? Vous devez plus vous concentrer? Oui, pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude. Oui, vous n'avez pas l'habitude. Change de contexte. C'est ça, vous changez de contexte. Donc votre cerveau en fait a passé un temps en fait à switcher et à chaque fois en fait que vous changez de contexte, et ben, en fait il doit réapproprier une concentration en fait sur le nouveau contexte. Ce qui veut dire en fait que le multitâche, alors il y a des gens qui réussissent très bien en multitâche, je ne veux absolument pas dire l'inverse, mais ce qui veut dire que multitâche pour moi en tout cas ça ne fonctionne pas parce que ça va fonctionner les deux premières tâches. Le multitâche, je crois qu'il y a une place devant. Il déplace au fond. Ah, il déplace au fond. Le multitâche va en fait fonctionner pour les premières tâches. Et puis si vous continuez en multitâche, vous allez voir au bout de 30 minutes, 45 minutes, votre cerveau commence à devenir de la friture. Un peu à l'écossaise. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'y crois pas trop, mais après c'est à vous de voir. Alors, du coup, qu'est-ce que je vous propose? Justement, un des problèmes du multitâche, c'est parce que vous avez une interruption qui arrive pendant votre phase de travail. Donc, la première chose, c'est finalement de comprendre c'est quoi, c'est les interruptions qu'on a. Donc, vous pouvez avoir un backlog d'interruptions. Ça, c'est un petit exercice à tester pendant une semaine. Vraiment juste, tous les jours, en fait, commencez à travailler et à chaque fois que vous avez une interruption, notez c'est quoi le type de l'interruption, un email, un SMS, une personne qui vient vous voir, à quelle heure et finalement
à la fin de la journée, vous posez la question pour chaque interruption, est-ce que c'était une interruption qui était valide et est-ce qu'elle était urgente? Alors urgente, c'est vraiment un mot super important parce que en fait, je sens qu'on n'a pas forcément l'impression de vraiment comprendre ce que ça veut dire urgent. Moi, pour me dire c'est quoi c'était urgent, quand je travaillais en banque d'investissement, si on avait une base de données qui crachait, ben, toutes les 5 minutes on perdait 1 million d'euros. Là, à ce moment-là, je me disais que c'était plutôt urgent. Voilà. Mais à Nantes, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas l'impression que les demandes sont aussi urgentes que ça. Donc du coup, ça me permet de relativiser. Alors, quel type d'interruption on peut avoir? Ben, la première, est-ce que tu as 2 minutes ou est-ce que tu as 2 secondes? Franchement, ça ne va pas te prendre beaucoup de temps. Donc ce fameux truc, en fait, ces interruptions qui sont faites par un collègue vont causer en fait 30% plus de déconcentration que si vous lisez un email pendant votre travail. Aussi, ça va vous causer en fait 2 fois plus d'erreurs en fait si vous avez une interruption qui est aussi petite que 2,8 secondes pendant votre tâche de travail. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre, c'est que les interruptions, les sollicitations peuvent vous déconcentrer, mais aussi peuvent vous faire causer des erreurs. Et c'est encore plus vrai si vous êtes en open space. Les gens en open space sont 30% plus sollicités que s'ils étaient dans un bureau. Ça, c'est d'autant plus vrai. Donc, si par exemple, vous avez quelque chose, vous avez besoin de demander quelque chose à un collègue, ce que je vous propose, c'est plutôt d'envoyer un message sur messagerie instantanée. En général, vous n'avez pas forcément besoin de la réponse tout de suite. Peut-être que vous pouvez attendre sa prochaine pause, ou vous pouvez attendre en fait qu'il puisse regarder. Mais voilà, ça pourrait vous permettre, moins vous dérangez vos collègues, plus vous respectez leur bulle, et moins aussi les gens vont vous déranger. Ou en tout cas, vous pouvez mettre en place un petit système pour dire, là maintenant, en fait, vous ne pouvez pas me déranger. Donc mes collègues savent bien que quand je dis Pomodoro, ils n'ont pas le droit. Il y en a qui essayent. D'autres interruptions, l'email. Mais ça, c'est plus en fait qu'on a besoin de le checker. Sachez qu'à chaque fois que vous allez regarder en fait les emails, vous exécutez la liste de tâches de quelqu'un d'autre, pas la vôtre. Ce qui veut dire que à chaque fois que vous regardez vos emails, en fait, et ben voilà, vous allez noter vos tâches et tout. Ça sera vos nouvelles tâches. Et en fait, ça c'est super intéressant, c'est de voir le nombre de fois en fait où on va regarder les emails dans une journée. On est minimum entre 4 à 10 fois le matin et un petit peu plus en fait dans l'après-midi. Donc ça aussi, c'est peut-être pour pouvoir mieux gérer les emails, d'essayer de se bloquer du temps pour gérer les emails. Donc il y en a qui le font qu'à 14 heures. Moi, c'est ce que je préfère. Je le fais qu'à 14 heures, une seule fois par jour. J'avoue, je travaille plus en banque d'investissement, donc je sais qu'il n'y a pas de choses très urgentes. Ou bien, il y en a qui le font entre à 11 heures et à 17 heures. Mais vraiment, de se dire, ben voilà, les emails, en fait, c'est fermé. Et il n'y a que ces 2 moments-là où je regarde mes emails. Si quelqu'un a vraiment une demande urgente et importante, il va m'appeler. Et puis, vous avez les fameux réseaux sociaux. C'est encore plus difficile si vous travaillez en marketing et que vous êtes obligé d'aller sur les réseaux sociaux. Le problème de cela, comme je vous l'ai expliqué, leur business model est fait pour que vous restiez dessus. Donc, vous allez faire une tâche pour votre travail. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit truc rouge là qui flotte et qui vous dit « Ah, regarde-moi, s'il te plaît, t'as vu combien de gens ont liké mon post? T'as vu combien de gens qui ont repartagé ?» Donc ça, c'est la problématique des réseaux sociaux. C'est qu'on se retrouve à faire un truc qu'on n'était pas censé faire quand on est arrivé dessus. Et donc, du coup, notre cerveau est distrait par ça. Donc, une des règles pour moi, c'est pas de réseaux sociaux pendant les heures de travail, ou sinon, si je dois y aller pour le travail, me dire, mais j'y vais pas plus d'une demi-heure par semaine. Alors, ça paraît un peu fou comme ça, mais je vous assure que ça me fait grand bien de me déconnecter de Facebook et tout ça. Je ne sais même plus ce qui se passe dessus. Mais je me suis rendu compte, en fait, que vraiment, ça apaisait mon cerveau de ne pas y aller. Et puis, vous avez la messagerie instantanée, votre Slack, votre Hangout et tout ça. Ça aussi, quand vous travaillez, vous pouvez en fait désactiver les notifications de 1 heure à 72 heures à une semaine. En général, le Slack, en fait, c'est comme les emails pour moi. Je le check à qu'un seul moment de la journée, car pareil, on va me demander de faire des tâches. Et ce n'est pas forcément les tâches sur lesquelles j'ai besoin d'avancer. Un autre type d'interruption, alors ça c'est pas des interruptions, c'est un amour qu'on a, la réunite aiguë, c'est les meetings en fait. Donc ça aussi c'est très intéressant d'accepter que les meetings où vous savez vraiment pourquoi vous devez y aller. Donc ils ont un agenda, vous savez exactement quelles sont les prises de décision qui doivent être prises.
Et si, du coup, en fait, j'ai tendance à refuser les meetings ou à aller demander à l'instigateur, à la personne qui a créé le meeting, quel est l'agenda et qu'est-ce qu'on va faire. J'essaie de ne jamais faire un meeting plus d'1 heure, parce que de toute façon, moi, mon cerveau, après, il a aucune plus de concentration. Donc après 1 heure, c'est pas possible pour moi de faire un meeting. Mais pareil, pendant les meetings, il y a un autre truc qu'on essaye de faire, mais bon, c'est difficile pour chacun, c'est sûr. C'est en fait de ne pas avoir de téléphone ou d'ordinateur pendant le meeting. Parce qu'en fait, si vous avez votre ordi ouvert, votre téléphone ouvert, forcément, vous allez être en mode multitâche et vous avez probablement mieux à faire que d'être dans ce meeting. Donc pour moi, si vous avez un ordinateur, vous n'avez peut-être rien à faire dans ce meeting-là. Donc voilà, essayez d'éviter d'amener tout objet de distraction dans les meetings et justement accepter les meetings que quand ils ont un agenda et une prise de décision. Alors, combien de gens ont regardé ou checké leur téléphone depuis le début de cette intervention? Mes préférés. Voilà. Donc, c'est bien ça la question, c'est... Il faut se rendre compte en fait que la technologie est un très bon serviteur, mais un mauvais maître. Donc ça, c'est Gretchen Rubin qui vient le dire et qui a écrit Ma vie en mieux, un livre en fait sur les routines et les habitudes. En fait, aujourd'hui, on a autant d'interfaces, autant d'outils qui nous rendent bien des services, mais qui sont dédiés, designés en fait pour nous faire passer notre temps dessus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce qui rend plus difficile notre capacité de concentration, mais aussi va faire augmenter notre stress, notre anxiété, faire diminuer notre résilience face à ça. Donc pareil, le téléphone, c'est quelque chose en fait qui aujourd'hui a pris énormément de place dans nos vies. On a tous en fait entendu parler de la détox digitale ou quelque chose comme ça. C'est vrai que moi, quand je commence à travailler, il y a un truc que je fais, c'est que je coupe le Wi-Fi et la 4G. Comme ça, c'est pareil, ça coupe les notifications, même des applications qui m'embêtent. Donc du coup, en fait, je ne vais pas du tout recevoir de notifications. Encore une fois, si quelqu'un a une demande urgente et importante, il peut m'appeler. Voilà, donc si quelqu'un a besoin de me joindre, c'est comme ça. Et pareil, le téléphone, c'est entre 9h et 22h. Avant 9h, en fait, mais vraiment commencer par checker ses emails le matin, ça va, en fait, on appelle ça un mind killer, ça va un peu tuer votre cerveau parce qu'en fait, vous commencez avec déjà une liste de tâches, de trucs à répondre et tout ça, plutôt en fait que d'être bien dispo pour commencer la journée. Donc ce qu'on a vu, en fait, c'était vraiment un peu plus sur le focus, sur les interruptions, et là c'est plus cette question de priorisation. Donc comment en fait on va prioriser nos tâches. Alors il y a un monsieur il était ingénieur de formation, il a fini comme président de l'université d'économie de Lausanne, et en fait il s'appelle Vilfredo Pareto, et il a écrit la loi de Pareto, le paradigme de Pareto. Et ce qu'il va dire en fait comme loi, c'est que c'est la fameuse loi qu'on connaît sous le nom 80-20. Donc ce qu'il va proposer, c'est qu'il va dire finalement 20% des efforts qu'on fait va donner 80% des résultats. A contrario, 80% des efforts qu'on fait va donner 20% de résultats. Ce qu'on voit là, c'est que il y a peut-être 20% des efforts qu'on fait qui vont donner 80% de résultats importants. Et ça, c'est super intéressant à comprendre. C'est-à-dire que finalement, peut-être que dans notre journée, il y a 20% des choses qu'on fait qui sont ultra importantes et le 80% du reste, c'est du gras. Donc cette loi-là, en fait, il va se poser la question, finalement, la question à se poser à soi-même, c'est quels sont les efforts qui vont prendre 20% de votre temps dans la journée et qui vont donner 80% des résultats. A contrario, vous pouvez faire le truc inverse. Si vous êtes dans un service client, il faut savoir que 80% des réclamations vont venir de 20% de vos clients ou de 20% de vos produits. Là aussi, vous pouvez poser la question, quels sont les 20% de mes clients qui m'embêtent et me font perdre mon temps et que peut-être je peux éliminer, si vous avez... n'est-ce pas? Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est vraiment super intéressant parce que du coup, par exemple, dans la gestion de projet, 20% en fait de l'organisation du projet va donner 80% du résultat. Donc c'est minimum 80-20, après ça peut être 85-15 et tout ça. Donc il va vraiment poser cette question-là.
Et Tim Ferriss, dans la semaine 4 heures, va vraiment la poser finalement en se posant la question, est-ce que vous êtes occupé ou est-ce que vous êtes productif? Parce que si finalement 80% de votre temps sert qu'à produire 20% de résultats, peut-être qu'à ce moment-là, ce n'est pas de la productivité. Peut-être c'est juste une façon d'être rempli en checkant ses emails, checkant son téléphone, en répondant à la liste de tâches d'un tel, en répondant à un email, en faisant ça. Donc il va proposer une solution simple qui est celle d'éliminer. Au final, ça serait peut-être même le point central de cette intervention d'aujourd'hui, c'est que moins vous en faites, des choses pas importantes, et mieux vous vous sentirez. Parce que plus on fait de choses, et plus on a l'impression d'être accablé, plus on a l'impression que notre temps passe partout, qu'on n'a pas le temps on a le temps pour rien, et moins on se sent satisfait en fait du travail qu'on accomplit. Soyez sans merci, vraiment, éliminez le gras, et déterminez en fait dans votre journée. Vraiment, prenez toute la journée, tout ce que vous faites, essayez d'analyser votre journée et demandez-vous en fait pour chaque tâche, qu'est-ce qui a vraiment apporté de la valeur à l'entreprise? Qu'est-ce qui a vraiment généré du CA? Qu'est-ce qui a vraiment apporté en fait une satisfaction client qui est valorisable? Pour Tim Ferriss, le manque de temps, c'est d'abord un manque de priorité. Donc c'est aussi important, parce que je le fais beaucoup, c'est de limiter le perfectionnisme. Finalement, il va dire less is more, et vous avez besoin de vous focaliser peut-être dans une journée que sur 2 tâches importantes. Et donc, il faut miser sur la sobriété. Quelles sont les 2 tâches qui, en fin de journée, si vous les avez faites, vous vous sentez satisfait? Ça va vraiment vous aider. À partir du moment où on se dit, ben, si je fais ces 2 tâches, dès le matin en se disant, si je fais ces 2 tâches, je serai satisfait, et ben, vous serez satisfait en fin de journée. Oui, bien sûr, il y aura des emails auxquels vous n'aurez pas répondu, il y aura plein de choses que vous n'aurez pas faites. Mais j'ai remarqué, moi, en appliquant cette méthode-là, que je me sentais beaucoup mieux en sortant du travail parce que je me dis, ça, c'est ce qui m'embêtait vraiment, et je les ai faites, et j'ai fait de mon mieux. Donc, qu'est-ce qu'on choisit en premier quand on veut commencer? Alors, peut-être qu'il y en a qui connaissent cette métaphore-là. Vous avez en fait un bocal, vous avez des gros cailloux, du gravier, du sable. Et on va dire que, en métaphore, les gros cailloux, c'est des grosses tâches. Elles durent 3-4 heures. Le gravier, c'est des plus petites tâches, 1 à 2 heures. Et le sable, c'est des choses rapides, peut-être urgentes, mais qui se règlent en 5-10 minutes. Voilà. Donc, donc, en fait, le problème, c'est que si on commence par des emails le matin, et ensuite, on va en fait s'attaquer à 1 ou 2 tâches que notre collègue nous a demandé. Et puis après, vers 11 h, on se dit, bon, il va falloir que je prépare la présentation. On se retrouve rapidement avec ça, c'est-à-dire un bocal qui va déborder, la sensation en fait de ne pas avoir accompli ce qui était le plus important en fin de journée. Ce qu'on propose en fait, c'est déjà de commencer par des gros cailloux. Alors les gros cailloux, c'est quoi? C'est aussi la chose qui vous fait le plus peur, c'est-à-dire ce que vous avez un peu retardé en fait depuis 2 semaines, que vous avez essayé de mettre sous le tapis. Et s'attaquer aux gros cailloux en fait en premier lieu, dès le matin, ça va vous aider justement à remplir cette journée de 9 h à 11 h ou de 9 h à midi. Et ça tombe très bien parce que après, vous pouvez vers 14 h faire les petites tâches du gravier et ensuite terminer par le sable. Et là, ça marche beaucoup mieux. Donc cette façon-là de faire aussi, celle qui rejoint la méthode de Tim Ferriss, c'est vraiment de dire attaquez-vous aux problèmes les plus importants et qui va vous apporter le plus de satisfaction. Et plutôt qu'une liste de tâches qui est juste comme ça, préférez une matrice. Bon, pas celui de Néo, mais plus celle de Eisenhower. Alors, je crois que c'est le 34e président des États-Unis. Et il a créé cette matrice-là, je ne sais plus pourquoi, en disant qu'il y avait des tâches qui étaient urgentes, importantes, d'autres qui étaient urgentes, non importantes, certaines qui sont importantes, non urgentes, et d'autres qui sont non urgentes, non importantes. Donc, c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important? Alors, ce qui est important, c'est ce qui est considérable, ce qui est conséquent, qui est d'un grand intérêt. Ça, c'est ce qui est important. Et ce qui est urgent, c'est ce qui ne souffre d'aucun délai, ce qui est pressant. J'insiste là-dessus parce que je me rends compte, en fait, dans les discussions,
que parfois on ne se rappelle plus ce que ça veut dire ce qui est urgent. On a l'impression que tout est urgent et donc ça crée de la pression en fait sur les collègues en se disant il faut faire ça, c'est urgent, et en fait ça peut-être que ce n'est pas si vrai que ça. Donc quand c'est vraiment urgent, important, c'est quelque chose qu'on a besoin de faire là maintenant. Donc on liste en fait dans le premier cadran en fait les tâches qui sont urgentes, importantes. Ensuite, donc ce sont des tâches en fait qui sont dès le départ. Ensuite, on va lister en fait dans le deuxième cadran les tâches qui sont importantes, non urgentes. Ce sont des tâches qui sont à planifier. Ce sont des tâches en fait que vous pouvez reporter un peu, mais pas trop, parce que si vous les reportez trop, un jour elles vont se retrouver dans urgent important. Donc ça, ce sont là où on va lister des tâches en fait de veille, de formation, organisation de projet, du réseau relationnel, des choses comme ça. On peut avoir des tâches en fait qui sont plus donc urgentes et non importantes. Donc ça, c'est un coup de fil client, ça peut être quelque chose, enfin voilà, qu'on vous a demandé. Ça va être urgent parce que ça va être urgent pour quelqu'un, mais ça va être peut-être non important pour vous dans la création de la valeur que vous apportez à l'entreprise. C'est vraiment ça qui est important à définir. C'est vraiment qu'est-ce qui apporte de la valeur à chaque fois que vous faites une tâche. Donc ça, moi je l'ai fait bien en début d'après-midi. Voilà, c'est plein de petites tâches, c'est le sable en fait. Hein. En début d'après-midi ou quelque chose comme ça, je fais ça pendant une demi-heure, une heure, où je fais plein de petits trucs urgents et importants. Et puis il y a des tâches en fait non importantes, non urgentes, et celles-là on peut les mettre en attente. Donc là, c'est des discussions triviales avec les collègues, des divertissements, des blagues. Ça peut être aussi finalement quelque chose qu'on vous a demandé et vous n'y voyez pas l'intérêt. Donc en résumé, il y a des tâches à faire maintenant, elles sont urgentes, importantes, des tâches à planifier, importantes, non urgentes, des tâches en fait qui peut-être sont à déléguer, si vous pouvez. Je ne viendrai pas là-dessus, mais c'est intéressant parce que Tim Ferriss va parler de l'assistant virtuel dans les tâches à déléguer. Et vous avez des tâches qui peuvent être en attente, voire carrément à supprimer. Et ça, c'est super parce que quand vous supprimez, en fait, ça va beaucoup mieux. Voilà. Alors du coup, maintenant on va parler de cette notion-là. Donc vous avez priorisé votre travail, maintenant c'est vraiment comment vous travaillez. Donc je reviens sur la première chose, hein, c'est de bloquer votre temps de travail. Il y a un temps en fait très important sur lequel vous allez dire je vais faire ça de 9h à 11h. Et il n'y a absolument personne qui a le droit de me déranger. Alors c'est très important à ce moment-là d'être bien assis dans ses bottes et de savoir dire non, même à son patron. Voilà. C'est quelque chose qui s'apprend aussi, savoir dire non. Moi je crois qu'on a beaucoup parlé dans notre groupe Mastermind de justement comment on apprend à dire non. Mais voilà, là ce que vous pouvez faire en fait, c'est toujours la veille, jamais le matin, toujours la veille, préparer votre agenda pour le lendemain. Bloquez du temps dans votre calendrier et distinguer dès le départ quelles sont les grosses tâches que vous voulez exécuter. Donc, comme je vous ai dit, les gros cailloux, ce sont les tâches qui vous font peur ou les tâches en fait un peu plus conséquentes. Donc vous commencez le matin en fait avec des tâches plus conséquentes. Et écrivez donc les 2 choses, voire 3 choses, que si vous les faites en fin de journée, vous vous sentez satisfait. Donc la veille, vous écrivez les tâches, vous bloquez votre agenda et dès le matin, vous ne réfléchissez pas de « Ah, qu'est-ce que je dois faire ? Tiens, je vais regarder ma liste d'emails. Tiens, il y a un client qui m'a demandé ça. Ah tiens, je vais commencer ça. » Il est déjà 11h30 et on se rend compte en fait qu'on a fait plein de sable, plein de gravier, mais qu'on n'a pas avancé. Et voilà. Donc ça, c'est déjà la première partie, c'est de bloquer son temps de travail. Ces grosses tâches, donc il y en a qui peuvent être plus de 5 heures, 10 heures. Le meilleur moyen à ce moment-là, c'est de les décomposer. Alors pour les décomposer, en fait, ces grosses tâches, parce que c'est un peu comme le burger, non le Big Mac, pardon, c'est que le Big Mac, si vous l'attaquez comme ça, en fait, vous allez voir, il y a le steak qui va aller à droite et la salade à gauche, et pour un rendez-vous amoureux, c'est pas terrible. Donc le mieux, moi, ma mère, ce qu'elle fait, véridique, c'est en fait, elle prend le Big Mac, elle le prend en 2 et elle va manger la première partie haute du sandwich et la deuxième partie. Et les grosses tâches, c'est pareil. Vous pouvez utiliser la méthode Pomodoro qui a été inventée par Francesco Cirillo, et qui est une méthode en fait qui va découper une tâche en tranches de travail de 25 minutes. Donc cette méthode en fait se base sur plusieurs principes. Déjà en fait de travailler avec le temps mais pas contre le temps. C'est-à-dire on se dit voilà, moi je vais exécuter cette tâche en 2 heures.
Et c'est pas en fait, mince, il me reste plus qu'1 heure et demie, il faut que je fasse ça vite. Ou peut-être ça peut être ça, mais il ne faut pas que vous ayez l'impression de travailler contre le temps. C'est d'éliminer les burn-out en prenant des pauses. Donc il propose de prendre des pauses toutes les 25 minutes de 5 minutes. C'est aussi gérer vos distractions. Pendant ce travail que vous faites, pendant 25 minutes, vous n'avez absolument pas le droit de dire oui à un collègue, de regarder vos emails ou de regarder votre téléphone ou quoi que ce soit. Équilibre en fait entre votre temps de concentration et votre temps de distraction. Parce que les distractions aussi c'est important. C'est juste qu'il faut bien équilibrer ça. Donc comment ça se passe? C'est qu'il va dire, vous avez en fait un temps de 25 minutes qui est là. Vous allez commencer en fait, vous allez mettre votre minuteur en disant, ben voilà, au bout de 25 minutes tu vas sonner et vous allez commencer votre tâche. Au bout de 5 minutes, pardon, excusez-moi, au bout de 25 minutes, et donc ces 25 minutes sont sans coupure, pas de distraction. Au bout de 25 minutes, vous pouvez prendre une pause de 5 minutes. Donc la pause de 5 minutes, je vous recommande de ne pas regarder vos emails, mais plutôt d'aller vous aérer la tête, enfin là il fait beau, aller dehors, c'est pas réservé qu'aux fumeurs, d'aller aux toilettes, faire je sais pas un geste d'étirement, mais vraiment de prendre une petite pause de 5 minutes. Et après en fait, vous renchaînez en fait avec un bloc de 25 minutes. Donc une tâche, c'est maximum 5 pomodoro, donc 5 tranches de 25 minutes, et au bout de 4 tâches, vous pouvez prendre une pause de 15 minutes. Alors moi j'utilise cette méthode, ça m'a mis beaucoup de temps en fait avant de la mettre en place, je crois que j'ai mis peut-être 6 mois, 8 mois avant de pouvoir mettre en place cette méthode, parce que à chaque fois je bloquais sur plein de choses, je prenais pas de pause, je me disais ah c'est pas grave, j'étais bien lancée, et en fait au bout de 50 minutes j'avais le cerveau qui frit, je prenais, ou bien je faisais des tâches de 35-40 minutes, ou bien en fait je commençais ma journée sans dire quel pomodoro j'allais faire. Donc ça c'est une technique qui maintenant fonctionne bien pour moi et elle est un petit peu, peut-être qu'elle est facile à mettre en place, mais elle est vraiment très intéressante parce que une fois on commence le minuteur, ça permet vraiment de se dire pas de distraction et personne ne vient nous déranger pendant notre tâche. Alors les petites tâches, comme je vous ai dit, vous pouvez les faire, en fait, le sable, le gravier, vous pouvez les faire peut-être en plus en milieu de journée. Il y a la méthode Getting Things Done qui est intéressante pour ça. La méthode de Getting Things Done, elle va être de David Allen, va dire, ben voilà, vous avez en fait votre to-do list. Et vous allez avoir des coups de fil, des emails, des idées, des collègues qui vont venir remplir votre to-do list. Donc à chaque fois que vous allez checker votre inbox, vous pouvez vous poser la question, est-ce que la tâche est actionnable ? C'est-à-dire, est-ce que je peux agir dessus tout de suite ou il me faut beaucoup plus de temps? Est-ce que ça va me prendre 2 minutes pour la régler ou est-ce que ça va prendre plus de 2 minutes? À ce moment-là, si ça prend moins de 2 minutes, vous pouvez en fait l'exécuter, sinon vous pouvez en fait la mettre dans une liste d'actions prochaines ou de tâches à analyser. Mais voilà, si ça vous prend moins de 2 minutes, on le fait tout de suite. Et après, si c'est non, vous ne pouvez pas actionner dessus, vous n'êtes pas, enfin, vous faites pas partie du projet ou ce n'est pas du tout intéressant pour vous, n'hésitez pas à jeter, classer la tâche ou l'archiver. Donc ça, c'est une méthode en fait pour parcourir sa liste inbox et rapidement en fait déterminer qu'est-ce qui est intéressant à prendre en compte, qu'est-ce qu'on peut actionner, qu'est-ce qu'on peut trier. Et bien sûr, on a travaillé, mais là maintenant, c'est aussi de trouver son rythme, parce que le rythme qui est donné, par exemple, pour le Pomodoro, c'est juste un rythme en fait pour exécuter une tâche. Mais il y a le rythme en fait de toute une journée. Et là, on se base sur la chronobiologie, qui est en fait l'étude du corps, enfin de la biologie du corps de humain et de sa performance de tâche par rapport en fait à son évolution pendant la journée. Donc c'est super intéressant parce que on peut découvrir par exemple qu'à 6 heures c'est le meilleur moment pour méditer. Donc c'est intéressant parce que c'est la chronobiologie et en même temps c'était déjà dit dans l'Ayurveda qui est une médecine indienne. Et on va se rendre compte qu'à 9 heures on a une sécrétion maximale de testostérone, ce qui veut dire qu'on est vraiment prêt à attaquer la journée et on a en fait un pic d'énergie qui peut nous permettre d'attaquer cette journée. Par contre, quand vous passez midi et que vous avez déjeuné, et bien ce qui va se passer, c'est que votre estomac se met en branle et là, il va commencer à consommer de l'énergie. Et c'est tout à fait normal, en fait, à ce moment-là, d'avoir moins d'énergie dans le cerveau puisqu'il est concentré ici.
Donc c'est aussi le moment en fait où moi je préfère vers 14h, 15h faire des meetings. J'aime pas, en fait je refuse des meetings le matin, j'aime pas du tout faire des meetings le matin parce que je sais que ça prend sur mon pic de performance maximale. Donc 14h, 15h, c'est les meilleurs moments pour moi de faire des meetings, passer des coups de fil à un client ou faire des toutes petites tâches. Et après, on recommence en fait justement à 17h à retrouver une efficacité. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a une meilleure performance sportive. Et que c'est vrai que c'est intéressant à ce moment-là, pourquoi pas d'aller faire du sport après 18h et tout ça, parce qu'on a cette performance-là. Donc ça, c'est quelque chose de très théorique. Ce qui est intéressant, c'est de se comprendre soi-même finalement. C'est de voir ce qui marche pour vous. Parce que moi, je me connais et c'est à force d'essayer que j'ai commencé à comprendre comment je fonctionnais. Mais peut-être que vous êtes très performant à 14h. Pourquoi pas? C'est vraiment l'important, c'est finalement de se comprendre soi-même et de dire comment je concentre ou comment je vais aligner mon travail à ma performance selon la journée. Et il y a quelque chose de super important en fait dans la chronobiologie, c'est le temps pour dormir. Donc ça c'est... Est-ce qu'il y en a qui dorment moins de 8 heures? Très bien. Et est-ce que vous vous sentez fatigué ou pas? Non. Moi j'ai des amis qui dorment 5 heures, ils sont au top. Par contre moi je dors moins de 8 heures, je commence déjà à avoir des petits yeux et tout ça. Ça aussi c'est une question de connaissance de soi. Mais quoi qu'il en soit, le sommeil est un moment important en fait pour que votre cerveau puisse se calmer, puisse en fait rattraper et se régénérer. En fait, c'est vraiment, pour pouvoir bien dormir, est-ce qu'il y en a qui ont du mal à s'endormir le soir? Oui. Et des fois en fait, ce qui peut aider, c'est souvent de faire des rituels pour s'endormir. C'est-à-dire, par exemple, plus de téléphone après 22h, ou de tablette, ou d'ordinateur, parce que la lumière, en fait, va nous maintenir éveillés. C'est aussi, pourquoi pas, une lumière douce, de lire un livre. Si vraiment vous avez beaucoup de mal à dormir, vous pouvez lire un livre, on va en parler, sur l'influence du marketing dans les années 80, et en anglais. En général, au bout de 2 heures, au bout de 2 pages, moi je m'endors. Mais il y a des façons, en fait, justement pour aider le cerveau, en fait, à s'éteindre. En tout cas, c'est quelque chose à ne vraiment pas négliger quand on parle de performance au travail. L'autre chose qui permet vraiment d'être dans cette performance-là au travail, finalement, ce n'est pas la performance sportive, c'est le temps que vous dédiez en fait à l'exercice physique. Parce que l'exercice physique est aussi là pour vous aider à diminuer votre anxiété, diminuer votre stress et à permettre en fait à booster en fait votre intelligence émotionnelle et à réguler votre humeur. Et donc un exercice, ça veut dire quoi? Ça peut être juste 7 minutes d'étirement par jour ou faire des petits trucs en fait pour vous permettre d'être dans ça. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus productive quand je faisais de l'exercice genre 2 ou 3 fois par semaine, et d'ailleurs je dormais mieux aussi, que si je n'en faisais pas. Donc l'exercice physique est vraiment très important, surtout à notre époque en fait, où une des premières causes apparemment selon l'Agence nationale française de la santé de nos problèmes en fait d'aujourd'hui, c'est la sédentarité. Donc on est sédentaire, on est assis souvent, on est rarement debout, mais voilà, l'exercice est là normalement aussi pour nous aider à faire ça. Un autre truc qui peut vous aider à ne pas être performant, c'est le sucre. Alors le sucre en fait c'est très intéressant parce qu'effectivement il va ramener beaucoup d'énergie d'un coup. Mais la problématique en fait, c'est que quand vous prenez du sucre, votre pancréas va injecter beaucoup d'insuline dans votre corps. Et grosso modo, ça va le mettre dans le sang parce qu'en fait, il doit faire face à tout ce sucre. Donc, il doit en fait amener de l'énergie. Et comme le sang va être rempli d'insuline, et ben, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un état de fatigue. Donc, on a en fait souvent en fait ce pic d'énergie, puis ce petit état de fatigue. Et après, en partie 3, il y a le cerveau qui rentre en compte. Il va générer en fait un glutamate, du glutamate qui est un neurotransmetteur excitateur, pour justement, puisque vous êtes en état de fatigue, pour en fait vous réexciter. Mais donc, quand il va générer ça, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, vous avez encore envie de sucre.
Donc en fait le sucre est très addictif, d'ailleurs ça a été prouvé que sur des souris que c'est bien plus addictif que la cocaïne. C'est très intéressant parce qu'on en trouve partout et en plus ils en mettent partout, c'est vraiment génial. Je pense que ça va être un des plus gros scandales en fait, sanitaires après la cigarette. Mais le sucre en fait, en tout cas en termes de productivité ou de performance, ça ne va pas vous aider. Donc voilà, essayez plutôt des fruits secs ou quoi que ce soit. Mais attention au sucre qu'on en retrouve vraiment partout, même dans le jambon d'ailleurs. J'ai lu, c'est assez impressionnant. Et après, bien sûr, il y a une autre chose qui est très intéressante, c'est la respiration. Donc en fait, prendre du temps pour respirer. Donc il y a un exercice intéressant aussi, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, en fait, a été décrite par David Servan-Schreiber dans le livre Guérir de l'anxiété et du stress. Et en fait, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on va prendre 5 secondes pour inspirer, puis 5 secondes pour expirer. Et on va faire ça pendant 5 minutes. Donc 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer. Et on fait ça pendant 5 minutes, 3 fois par jour. En vrai, moi, je le fais qu'une seule fois par jour, la nuit, avant d'aller me coucher, et c'est assez suffisant pour moi. Mais c'est quelque chose, en fait, qui va en fait réguler votre rythme cardiaque et va vous permettre, en fait, de vous sentir moins dans cet état d'anxiété, si vous en avez un. Si vous dites, bah oui, mais moi, je ne me sens pas du tout en état d'anxiété, ça, c'est super intéressant parce que, en fait, bien souvent, en fait, moi, avant de comprendre c'est quoi un état d'anxiété, il fallait comprendre déjà ce que ça voulait dire. Et le stress, en fait, c'est pas quelque chose de très tangible. Ça peut être tangible si vous allez voir, par exemple, un acupuncteur ou quelqu'un qui fait de la médecine chinoise et qui va vous dire votre niveau d'adrénaline est assez élevé. En fait, c'est quelque chose qu'on ne ressent pas, mais ça peut être vraiment juste un niveau d'énergie qui est totalement constant, qui est tout le temps là. Il est tout le temps là en train de dire « Hop, je suis au top, je suis au top, je suis au top, je vais y arriver, je vais y arriver ». Et ça, c'est ce qu'on peut appeler un état de stress, en fait. Donc cette méthode-là est très intéressante, il y a des applications de cohérence cardiaque à télécharger gratuitement et qui, si vous voulez tester, sont intéressantes à appliquer. Il y a aussi autre chose, c'est la méditation. Alors ça c'est autre chose, hein. La cohérence cardiaque peut amener à la méditation, mais la méditation ne peut pas amener à la cohérence cardiaque. Mais la méditation, en fait, vous pouvez gagner 62 minutes de productivité par semaine juste en méditant. Alors la méditation, vous pouvez en faire longtemps pendant la semaine ou bien tous les jours 5 minutes. En fait, ce que ça va vous permettre, c'est pareil, de réduire votre état de stress, mais surtout de booster votre intelligence émotionnelle, votre créativité et d'augmenter votre attention et votre temps de concentration. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend de plus en plus maintenant aux jeunes enfants. C'est super intéressant justement de voir que des jeunes enfants arrivent rapidement à entrer en état de méditation parce qu'ils ont cette capacité à être dans le moment présent que nous, on aura commencé à perdre à l'âge de 14 ans, un truc comme ça. Et encore plus vrai, en fait, si vous faites... je fais des ateliers avec des jeunes de 20 ans, c'est impressionnant comme le temps en fait, de concentration et d'attention est vraiment réduit au minimum. Donc ça permet même de protéger votre cerveau du déclin face à l'âge ou face aux conséquences de l'âge. Donc voilà, donc ça c'est plein de petits rituels, on a parlé du sommeil, de la méditation, de la cohérence cardiaque, de l'exercice physique. Le truc c'est que vous allez dire, ah, mais ça fait beaucoup trop de choses, ben oui c'est normal, il ne faut pas vraiment mettre tout ça en place d'un coup, il faut juste prendre un truc, peut-être le tester pendant 2 semaines, 1 mois, et ensuite vous verrez si vous voulez, si ça fonctionne ou pas pour vous. Ça peut-être pas du tout fonctionné pour vous, moi je mets vraiment ce qui a fonctionné pour moi. Mais mettre en place des rituels petit à petit, le matin par exemple, un peu de méditation, un peu d'exercice physique, le soir de la lecture, ou mettre en place des rituels dans le travail. Dès le matin, mon temps est bloqué, je commence sur les grosses tâches, je fais ça et tout ça. En fait, ça va vraiment, aussi diminuer votre stress parce que ça va créer une routine. Et la routine, c'est très intéressant parce qu'on dit toujours, on a toujours ce mauvais mot de dire « Ah, la routine, ça va être la routine, c'est plan-plan ». Mais en fait, vous habituez votre corps à suivre quelque chose et c'est beaucoup plus simple pour lui. Et c'est vraiment pareil pour la nourriture, hein. Si par exemple, vous allez voir, les gens qui ont le plus grand taux de longévité sur Terre sont des gens qui ont une nourriture monotone. C'est-à-dire qu'ils mangent presque tous les jours la même chose. Mais c'est parce qu'en fait, on digère mieux ce qu'on connaît déjà. Donc ça, c'était vraiment cette question en fait, de trouver son rythme. Et après, il y a cette partie de reprogrammer son cerveau.
Et c'est là où vient entrer en fait ce qu'on appelle la pleine conscience, qui est peut-être, selon Jon Kabat-Zinn, la réponse la plus importante ou la plus, la plus adéquate en fait, face à notre ère qui est remplie de distractions. En fait, la pleine conscience, c'est vraiment quelque chose qui va nous remettre dans le présent, parce que chaque distraction exige notre attention à chaque minute. Et on est tout le temps en fait, comme ça, ah il faut que je réponde à ça ou ça. Donc ça va poser cette question d'être présent. Alors comment on peut être présent ? Déjà, la première chose, c'est peut-être de suivre sa respiration. Donc je vais vous proposer de fermer les yeux et d'avoir les pieds bien, les deux pieds en fait par terre, pas avoir les jambes croisées, et de ressentir où est votre respiration. Est-ce que vous la ressentez au niveau de vos narines, au niveau de vos sinus, de votre gorge, dans vos poumons, ou carrément au niveau du ventre? Juste ressentez où est votre respiration. Vous allez voir en fait la respiration, pourquoi c'est si important de se focaliser dessus, c'est parce que c'est ce qui va vous suivre toute votre vie. En fait, quand on ne respire plus, on est peut-être mort. Alors, du coup, je vous propose d'ouvrir vos yeux. Quand vous êtes en train de travailler, c'est pareil, vous pouvez avoir une attention focalisée sur votre respiration pendant que vous travaillez. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une distraction qui va arriver. Ça peut être un email, ça peut être un collègue. À ce moment-là, votre attention va se diriger vers cette distraction-là. Et à ce moment-là, vous avez un choix très simple. Soit vous répondez à cette distraction-là, ou soit vous décidez de regagner votre focus. Et vous pouvez le faire en retrouvant votre respiration. Et ça, c'est super intéressant parce que pour moi, c'est là où se situe la véritable liberté. On parle souvent de libre arbitre, mais la liberté, en fait, de décider en âme et conscience qu'est-ce qu'on a envie de faire tout de suite, maintenant, qu'est-ce qui est le plus important pour nous, qu'est-ce qui nous apporte le plus de valeur, c'est à ce moment-là. Et ça prend une microseconde. Donc n'oubliez pas qu'une pause, c'est ce moment-là, en fait, où vous pouvez décider de ce que vous voulez faire juste après. Et si une distraction arrive, vous pouvez toujours la noter sur un cahier et vous y reviendrez après. Mais en regagnant vous suivez votre respiration, c'est à ce moment-là où vous êtes plus focalisé et beaucoup plus calme. Donc ça, c'est une des premières choses dans la reprogrammation du cerveau. C'est vraiment en fait de se dire qu'on a cette liberté-là de choisir de suivre une distraction ou de revenir sur ce qu'on était. Il y a une autre vérité aussi, c'est qu'on se dit souvent, si je travaille plus, eh bien je serai heureux. Parce que j'aurai accompli toutes mes tâches. Et quand j'aurai accompli toutes mes tâches, eh ben, je vais partir en vacances et ça va être génial. La problématique dans ça, c'est ce qu'on donne dans beaucoup d'écoles, de formation à la motivation et tout. La problématique dans ça, c'est que votre to-do list, elle sera toujours là. Et en plus, ça ne va pas arrêter de grandir parce que le boulot de votre patron, c'est de vous donner toujours plus de tâches. C'est normal. Il est là pour augmenter le CA et diminuer les coûts. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant, c'est comme ça. Ce qu'on vous propose, en fait, c'est d'inverser la formule. Les chercheurs, en fait, se sont rendus compte que plus on est heureux aujourd'hui, et plus on est productif. Et c'est très intéressant, en fait, cette capacité-là à être productif avec le bonheur. C'est que vraiment, c'est important, là, pas d'être heureux, ça veut pas dire, c'est pas une injonction, soyez heureux, mais juste de trouver ces petits moments de bonheur dans la journée, en fait, qui vont vous ressentir dans cet état de calme. En fait, ce qui se passe, c'est que votre cerveau va mieux performer, vous serez dans une énergie plus positive et vous aurez cette motivation justement pour la productivité. Et on le voit en fait avec des chiffres assez impressionnants, c'est-à-dire que le temps pour les sales ou les commerciaux, en fait, ils vont augmenter en fait leur performance de 37%. Les médecins vont être plus rapides à faire un diagnostic et à exécuter en fait avec précision une tâche à 19% plus quand ils sont justement dans cet état en fait de heureux ou de bonheur. Et pourquoi ça? C'est parce que en fait, la dopamine en fait qui arrive quand vous êtes dans ce moment de petit bonheur, et un petit bonheur ça peut juste être déguster un bon café, hein, ou de la chicorée. Et bien, qu'est-ce qui se passe? La dopamine va inonder votre cerveau, et en fait elle a deux fonctions. Déjà de 1,
elle va en fait elle va vous rendre plus heureux. Et la deuxième fonction, c'est qu'elle va mettre en route votre système d'apprentissage et améliorer votre créativité. Donc ça, c'est vraiment une des fonctions de la dopamine, et ce qui permet de dire que on peut aujourd'hui, enfin, notre productivité va augmenter avec ces petits moments-là. Donc comment on est heureux? Parce que là, c'est... Non mais Damien, tu déconnes. Hein. Déjà, c'est de commencer par créer un changement positif dans sa vie. Donc un des trucs qui était très intéressant pour moi, c'est d'appliquer 3 gratitudes par jour. Donc ça, c'est un truc qu'on peut faire en fait le soir. On l'écrit dans son journal et on dit je remercie ou je suis reconnaissante pour quelque chose. Alors vous pouvez traverser des phases très difficiles, très très difficiles, le chômage, le deuil, des choses comme ça. Ça sont des phases qui peuvent être assez compliquées. C'est ce qui est très important en fait, c'est de se rendre compte, juste avoir la gratitude d'être vivant, ou la gratitude d'avoir dégusté un bon café, ou la gratitude en fait qu'une vieille dame nous a souri parce qu'on lui a laissé la porte. En fait, rien que de faire ça, si pendant 21 jours vous le faites, vous allez avoir une attitude en fait plus reconnaissante envers la vie. Et alors pourquoi 21 jours? Parce que les chercheurs se sont rendus compte que c'est le temps en fait pour recabler grosso modo votre cerveau et créer des nouvelles connexions neuronales. C'est un peu comme si vous preniez un vélo et que vous, tous les jours, vous tracez votre vélo sur un chemin d'herbe. Et bien, au bout de 21 jours, vous allez voir une petite piste de terre qui va apparaître. Et c'est ça, cette nouvelle connexion-là. Donc, 21 jours pour amener un changement positif, ça peut être écrire 3 gratitudes, tenir un journal et raconter sa journée. Ça, ça peut être très intéressant pour des gens qui sont plus introspectifs. Vous pouvez aussi avoir ces moments de gentillesse gratuite, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour quelqu'un que je ne connais absolument pas, même si c'est payer le café à un SDF ou bien être gentil avec un collègue qui m'énerve très beaucoup. C'est vraiment cette question de je donne gratuitement sans attendre rien de tout en retour. L'exercice aussi physique est intéressant parce qu'il va générer de l'endorphine. Ça aussi, c'est un changement positif. La méditation va aussi générer un changement positif. Donc vous avez différents trucs et c'est vraiment très important d'être dans ce moment-là, de créer un changement positif, mais en gardant sa lucidité. Il ne faut pas se dire il faut être heureux. Ça ne marche pas. Parce qu'à ce moment-là, vous allez éliminer des émotions qui peuvent être négatives, comme la colère ou la tristesse, et là, vous allez créer une autre spirale qui n'est pas bonne. Là, c'est vraiment juste de dire que voilà, la vie peut être difficile, mais on peut créer des changements positifs. En tout cas, moi, je me suis rendu compte qu'après 21 jours, 3 gratitudes par jour, j'ai arrêté de me plaindre. Et la première chose que j'essayais de faire quand je rentrais chez moi, c'est de dire ce qui était positif à mon compagnon, plutôt de dire « Ah, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était nul ». Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, à changer des choses chez moi. Alors, un petit résumé en fait sur toutes ces techniques. Lifehack, une entreprise américaine, a testé ça pendant 21 jours dans ses équipes et ils se sont rendus compte qu'avec la méditation, ils avaient gagné 41 minutes de productivité par jour. En utilisant un planning, donc bloquer son temps, ils gagnaient 1 heure de productivité par jour. En limitant la technologie, 31 minutes. En prenant des pauses, 14 minutes. Et en bloquant son temps, 28 minutes. Donc bloquer son temps et utiliser un planning, c'est pas la même chose, parce que utiliser un planning, c'est que vous dessinez, c'est vraiment quelles sont les grosses tâches que vous faites, et bloquer son temps, ça veut dire que vous ne laissez pas de distraction, de sollicitation venir distraire tout ça. Et vous allez me dire, alors du coup, c'est pas la peine de prendre des pauses, parce que ça dure que 14 minutes, mais le problème, c'est qu'après, vous avez le cerveau free, bon, donc ça va vous voir. Donc voilà, donc je me suis inspirée de plein de choses. Tout ça, c'est vraiment une expérience que j'ai faite depuis peut-être 6 ans ou 9 ans, je ne me rappelle plus trop, mais quand j'ai décidé de changer des choses dans ma vie. Quelques livres, outils qui m'ont aidé, c'est le M3 qui permet de faire une planification hebdomadaire de ses tâches en ayant 2 autres coéquipiers, ça peut être des collègues, des amis, qui que ce soit, avec qui vous vous donnez des objectifs et vous vous tenez à réaliser ces objectifs. Donc ça, c'est super intéressant, comme c'est un outil créé en France par un entrepreneur français. Vous avez le Productivity Planner que Tim Ferriss va recommander. Moi, c'est ce que j'utilise aujourd'hui, qui va dire, on écrit juste en haut la tâche la plus importante à faire, et en bas, en fait, on va écrire les tâches de seconde importance. Mais on n'a pas le droit de faire ces tâches-là
tant qu'on n'a pas fait la tâche 1. On n'a pas le droit de faire la tâche 3 tant qu'on n'a pas fait la tâche 2. Donc c'est très difficile à faire en fait, hein, parce que tout de suite on a envie de faire la tâche 4. Là. Mais voilà, donc voilà, le Productivity Planner, moi ça m'a beaucoup aidé, c'est en anglais. Vous avez des applications comme Fabulous qui vous permet en fait de créer des rituels. Donc le premier rituel qu'ils vont vous proposer, ça va être juste boire un verre d'eau tous les matins, mais en fait ça va augmenter au fur et à mesure, quoi. Et donc ça c'est super intéressant parce qu'ils travaillent avec le Duke University, qui est en fait une université en sociologie, et en fait ils sont vachement basés sur des recherches pour vous aider à vous créer en fait un peu des rituels. C'est un peu comme un coach de vie, mais sous forme d'application. Petit Bambou vous permet de faire des méditations, s'il y en a qui les utilisent, sinon il y a Headspace pour ceux qui sont bien en anglais. Freedom en fait vous permet de bloquer sur tous vos appareils technologiques le temps passé sur des réseaux sociaux et quoi que ce soit, donc vous le configurez en disant je veux pas plus de temps en fait de 20 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Plus je l'ai mis parce que en fait ça me permettait en fait de réduire la lumière bleue. Et par contre pour les designers c'est peut-être pas top, mais voilà. La semaine de 4 heures, si vous le lisez, elle est super intéressante. Ce sont des idées très radicales. Alors c'est très américain, prenez ce que vous avez à prendre, mais c'est très radical en fait parce qu'il va vraiment dire comment vous faites, comment vous pouvez faire en fait pour réduire votre temps juste à 4 heures, votre temps de productivité. Et ça, même si vous êtes employé, c'est pas réservé aux entrepreneurs. En résumé, si je devais faire un résumé là-dessus, voilà, ce serait mes petites recommandations, c'est de prendre soin de soi. On commence vraiment par ça, c'est-à-dire au moins une demi-heure par semaine où vous faites quelque chose pour régénérer votre énergie, que ce soit d'aller marcher dans la nature, prendre un bain, faire un massage, lire un bon livre, faire quelque chose en fait qui vous nourrit, mais vraiment qui vous nourrit, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui me nourrit moi dans la semaine. D'être présent dans tout ce que vous faites, dans votre discussion avec quelqu'un, dans votre tâche, quand vous êtes en train de vous faire chauffer de l'eau, d'être vraiment présent et d'aller vers l'essentiel, d'aller vers ce que vous avez vraiment besoin d'exécuter. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, va vous rapporter 80% des résultats? Tester, adopter. Donc voilà, tout ça c'est plein de... On va vous envoyer les slides, donc je vous ai bombardé de plein de trucs, mais juste prenez un truc et testez-le pendant 2 semaines. Et puis vous voyez, et puis si ça marche, testez autre chose, et testez autre chose en plus. Si ça marche pas, ben testez autre chose. Mais voilà, juste tester des choses et essayez de le faire pendant 2 semaines d'affilée, juste pour voir en fait si ça peut vous aider. Voilà, donc j'en ai fini. C'est un peu rapide, mais on est là aussi pour des questions si vous en avez. Audio Jungle.